Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Donc une vidéo un peu spéciale puisque ce sera une vidéo FAQ comme promis. Donc où je vais vous présenter rapidement le matériel que j'utilise pour jouer au jeu. Avec donc les différentes boîtes et classeurs pour ranger les cartes et tout ça. Et puis ensuite, à la suite de cette FAQ, il y aura le petit jeu concours comme vous avez promis, mais ce sera pour la deuxième partie de la vidéo. Donc première partie, présentation du matériel. Donc là j'ai entassé sous la caméra à peu près tout ce que j'utilise comme boîte de rangement. Donc il y en a ici 6 qui sont les boîtes des cycles, hein. 6 pour ranger les différents scénarios. Et la boîte de base qui contient aussi tous les scénarios, on va le voir plus tard. Un petit classeur ici pour les règles de jeu. Et puis évidemment les deux classeurs pour les cartes joueurs. Donc on va commencer par ça. Alors évidemment ce sont... petite précision, hein, je suis pas du tout sponsorisé, hein, je vous montre juste le matériel que j'utilise, que j'ai acheté évidemment normalement. Hein, donc j'ai pas du tout de marque à préconiser, tout ça. Hein, c'est juste alors si je cite des produits au cours de la vidéo, c'est pas du tout pour faire de la pub, hein, c'est pas du tout parce que c'est le mieux ou j'en sais rien, c'est juste parce que c'est ce que j'utilise et puis c'est tout. Voilà. Donc les deux classeurs, c'est des classeurs, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, c'est des Intermarché, hein, donc voilà, ça coûte, je sais plus, c'est 2 € je crois le truc. Et dedans donc j'ai mis des pochettes qui contiennent 9 cartes, 9 emplacements. Pour classer mes cartes. Donc dans ce classeur là il y a toutes les cartes énergie avec un intercalaire bleu, j'ai aussi rajouté les cartes un peu spéciales, donc les contrats qui vont être là, et puis l'anneau unique ici, et puis ensuite c'est classé par sphère, hein. Donc les cartes énergie ici avec les cartes héros. Voilà, donc donc ils sont déjà slivés, hein. Les pochettes sont assez grandes pour mettre les cartes slivées, donc ça c'est pratique. Donc tous les héros sont déjà slivés. Par contre les autres cartes ne le sont pas. Voilà, je les mets brutes de décoffrage comme ça. Donc ici voilà les héros avec les quêtes annexes ici. Et puis ensuite j'ai classé simplement par type. Donc ici les alliés dans un premier temps. Alors que je vais pas du tout classer ensuite par trait. Parce que moi en général je complète quand je reçois un nouveau paquet, je complète les feuilles au fur et à mesure. Je classe pas du tout par trait, à part quelques-uns qui se reconnaissent bien, comme les hobbits par exemple, ou les nains par exemple. Là j'ai essayé de regrouper un peu les nains. Vous voyez, les nains énergie ils sont là. Mais sinon je fais pas trop attention à ça, je dois dire. Je classe au fur et à mesure en fait. Donc c'est un petit peu en vrac, et quand je fais un deck évidemment je suis obligé de relire un peu toutes les cartes parce que je ne les connais pas. Et oui, quand je fabrique un deck en général je le fabrique directement avec les cartes. Je vais pas sur la base de données pour ça. Donc voilà, donc là il y a d'abord les alliés, et puis ensuite il y a les attachements. Voilà, donc là les alliés, on arrive à la fin, vous voyez, il reste encore de la place pour des alliés ici. Et puis ensuite on arrive aux attachements. Alors là pareil, j'ai essayé de classer un petit peu, il y a les montures au début, mais après j'ai pas spécialement classé. Juste que tous les attachements sont ensemble, et puis une fois qu'on a fini les attachements, voilà, et bien sûr il y a les événements qui terminent le classeur énergie. Voilà. Donc j'ai pris ce principe sur tous les autres. Donc ici on passe à la sphère connaissance, un petit intercalaire, et donc comme pour l'énergie, hein, donc il y a d'abord les héros, hop, ici, voilà, qui sont slivés également, hein. Voilà. Et puis ensuite les alliés, voilà, une fois que les alliés sont finis, les attachements, voilà. Alors j'ai oublié de vous le préciser, hein, mais dans chaque case il y a bien les 3 exemplaires de la carte. Voilà, puisque du coup ça loge, et donc ça c'est pas mal. Il y a quelques cas où j'ai mis des exemplaires différents quand il y a eu des errata et que j'ai les cartes erratées. Par exemple, vous avez peut-être vu là, il y a 2 Béravor, mais en fait il y a la Béravor de base qui est donc celle-ci,
et la Béravor qui a été erratée avec la limite une fois par tour. Voilà, donc qui est celle-là. Donc bah voilà, comme moi j'utilise que ce qui est marqué sur la carte, bah ici effectivement si j'utilise Béravor comme héros, je vais plutôt utiliser la version erratée puisque je l'ai. Mais sinon, sinon j'utilise directement la version que j'ai. Voilà, donc il y a quelques cartes comme ça où il y a plusieurs versions, mais très peu en fait. Je crois qu'il y a Béravor et puis une ou deux autres, mais pas plus. Voilà. À savoir donc que j'ai plusieurs. Bah, du coup, vous vous rendez compte que j'ai plusieurs boîtes de base, puisque Béravor est un héros de la boîte de base. J'en ai 3. Hein, et donc pour certaines cartes bah, qui existent en plus que 3 exemplaires, j'ai essayé de toutes les mettre dans une pochette. Alors ça loge, mais c'est vrai que c'est un petit peu serré à la fin. On le verra dans quelques cartes. Bah tiens, on aurait pu le voir d'ailleurs avec les tester sa volonté qui sont ici, vous voyez, voilà. Donc les tester sa volonté, bah j'en ai plein évidemment, et puisque j'ai trois boîtes de base, donc du coup fatalement j'ai plusieurs exemplaires de tester sa volonté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi j'en ai 7? Bah je sais plus. Je devrais pas en avoir 7, je devrais en avoir je sais plus. Bon bah voilà, donc c'est un exemple de... Mais tout loge dans une seule pochette, donc moi ça m'arrange. Voilà, donc pour ce premier classeur, et donc une fois qu'on a les attachements, bien sûr, bah, on a aussi les événements qui sont à la fin, voilà. Voilà pour ce premier classeur, hein. Donc vous voyez un rangement assez basique, mais voilà, qui est pratique et qui finalement me sert bien. Et puis ça me permet aussi de relire les cartes régulièrement, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je fais un deck, j'utilise directement ces classeurs-là. Donc voilà, j'utilise directement le classeur, donc je relis les cartes au fur et à mesure pour me donner des idées ou pour chercher une carte particulière. Et évidemment, le deuxième classeur, donc qui est rouge, bah, il sert pour les sphères qui restent, c'est-à-dire la sphère tactique, avec le même principe, hein, d'abord les héros. Voilà, il va falloir que je rajoute des œillets parce que l'intercalaire il commence à souffrir. Les héros, les quêtes annexes, les alliés. Alors là, j'ai essayé les alliés aigles, vous voyez, ils sont tous là. J'ai essayé de les classer un peu. Mais comme je vous disais tout à l'heure aussi, hein, sur le reste, je mets au fur et à mesure. Hein. Donc là, évidemment, il y a des trous puisqu'il y a certains alliés que j'utilise dans mon deck actuel qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Donc, bah, même principe. Hein, d'abord les alliés, puis les attachements. Voilà. Puis les événements. Voilà. Alors là aussi, je crois que j'ai... Alors le corps du Gondor, par exemple, c'est un attachement qui a été raté également. Je crois que je l'ai mis... Ah non, je l'ai mis que dans une seule pochette. Vous voyez? Et il y en a bien qui sont erratés. Hein, donc, alors attendez. Voilà. Celle-ci, par exemple, vous voyez, c'est quand un personnage est détruit. Donc ça, c'est la version erratée du corps du Gondor. Alors que là, j'ai la version de base quand un personnage quitte le jeu. Voilà. Bon, là, je les ai mis dans la même pochette. Puisque, bon, je m'en sers pas tout le temps. Et puis, bah voilà, quand je prends les cartes corps du Gondor, bah, je prends les cartes qui sont là. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, on arrive à la sphère commandement, bien entendu. Qui est ici. Et avec le même principe, hein, bien sûr. Amartul, bien sûr. Avec le même principe. Les héros d'abord. Voilà. Erkambrand. Et ensuite, donc, les quêtes annexes, ici. Les alliés. Alors là, pas du tout trié, je crois, sur le commandement. Je n'ai pas trouvé de tri adéquat. Puis les attachements. J'ai essayé de mettre les montures au début. Et enfin, évidemment, les événements qui sont là. Alors j'ai pas mis d'intercalaire entre les héros, les alliés et tout ça, parce que finalement ça se retrouve assez facilement. Voilà pour donc ces classeurs. Et enfin, évidemment, on termine avec la sphère neutre, avec Gandalf, donc le seul héros neutre qu'on a jusqu'à présent. Peut-être d'ailleurs qu'on en aura un autre plus tard, je sais pas encore. Ici donc les quêtes annexes. Et ensuite les alliés, évidemment. Et les attachements. Et bien sûr les événements. Et voilà, ça permet de
de classer toutes mes cartes. Donc vous voyez, j'ai encore un petit peu de place ici pour encore des événements neutres. Mais là, je sais que par exemple, cette carte, c'est une carte que j'utilise. Ça doit être celle que j'utilise dans mon deck nain. Et du coup, là voilà, j'ai qu'un emplacement de libre. Bah, si ça suffit pas pour le prochain paquet, évidemment, je rajouterai des feuilles. Donc voilà pour ce classement des cartes qui évidemment un classement très basique. Hein. Certains, je sais qu'ils utilisent un classeur par sphère. Bon, bah moi voilà, je pense que ça suffit encore. Donc 2 classeurs, hein, tout simplement, pour ranger les cartes. Donc voilà pour ça. On va passer à ce qui est le plus pénible à ranger finalement, c'est les scénarios. Alors bah là, tous mes scénarios sont logés dans cette boîte. Enfin, presque tous en tout cas. Ah non, d'abord, ouais. Ouais, non, on va faire ça. Donc, bah, c'est ma 2e ou 3e. Hein, la première, elle est tellement usée que je l'ai balancée. Donc ça, c'est ma 2e ou 3e boîte du Seigneur des Anneaux qui commence à être pas mal abîmée aussi, puisque évidemment, je m'en sers beaucoup. Et donc, voilà, j'ai classé tous mes scénarios ici. Tous les scénarios, alors si, avec les cycles. Donc les cycles sont dans l'ordre, hein, donc là vous reconnaissez les paquets en carton des premiers cycles, puisqu'au départ les petits paquets étaient en carton, d'ailleurs moi j'aimais bien, puis ensuite ils sont passés aux paquets en plastique, à partir du cycle 4 je crois, ou 3, ou 5 je sais plus. Voilà, et donc là vous avez tous les scénarios, donc par exemple à la poursuite de Gollum, hop voilà, bah, vous avez le scénario à la poursuite de Gollum ici, hop. Voilà, avec donc le deck qui correspond. Voilà, alors il y a juste le deck de base, hein. Il n'y a pas les cartes à rajouter, je les ai ailleurs, je vous expliquerai après. Donc là il y a juste les cartes avec la même icône du scénario à la poursuite de Gollum. Et puis bah, c'est pareil pour tous les autres, là il y a Conflit au Carrock, Voyage à Rogosbel, etc. etc. Vous voyez ? Hop, le guetteur de l'eau, la longue obscurité, l'ombre et la flamme, enfin voilà, donc là il y a tous les cycles. Alors j'aime bien avec les paquets carton parce qu'on le voyait, même si je n'ai pas découpé toujours de la même façon, mais on voyait bien les cycles, hein. Donc là il y a les 6 premiers, donc c'est le cycle 1, là il y a ensuite le cycle 2, le cycle 3 en bleu là, le cycle 4 ici, alors là j'ai fait gaffe, j'ai bien découpé toujours de la même façon. Et puis ensuite, ici on passe au cycle 5. Donc le cycle 5, il est là. Alors là, c'est un peu plus difficile de savoir où est-ce qu'il s'arrête, puisque je devrais mettre des petits intercalaires en carton, mais je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Donc bah, il suffit de compter, hein, il y en a 6, hein, donc 2, 4, 6, voilà, ça c'est le cycle 5. 2, 4, 6, là c'est le cycle 6. Le cycle 7, il est ici. Et le cycle 8 est là. Et là j'ai commencé le cycle 9 qui va loger ici. Enfin en fait que je mettrai là au bout d'un moment. Mais là, le cycle 9 va pile loger là, je pense. Donc du coup, ce sera parfait. Comme le jeu, a priori, s'arrêtera à ce moment-là, et ben voilà, dans ma boîte, j'ai tous les scénarios de tous les cycles. Voilà. Et ici, vous avez donc les boîtes d'extension, les 3 scénarios de la boîte d'extension. Donc bah, ici, les 3 scénarios de la boîte de base, qui sont donc... Voyage le long de l'Anduin, Passage dans la forêt noire et Dol Guldur. Voilà. Donc vous avez les 3 ici. Alors je mets des élastiques moi sur les cartes. Hein. Je sais qu'il y en a qui crient au scandale quand on fait ça. Bah, moi ça me dérange pas plus que ça. Et j'ai imprimé des petits papiers pour encadrer et pour savoir dans quel cycle c'est et quelle est la boîte d'extension qui a donné le cycle. Donc là vous voyez par exemple il y a les 3 scénarios de Khazad-dûm. Donc il y a le gouffre noir je crois, je sais plus lesquels. On peut regarder rapidement. Voilà, dans le gouffre noir, le 7e niveau et fuir la Moria. Voilà, que je mets dans son petit truc imprimé comme ça. Voilà, et donc vous avez les autres ici, hein, donc cycle 1, cycle 2, cycle 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le 9e, évidemment ici avec une ombre à l'est, qui est donc les 3 scénarios de la boîte d'extension Une ombre à l'est. Voilà, donc bah, ça me permet de retrouver les scénarios assez facilement et puis bah, du coup de les avoir tous sous le nez. C'est surtout ça que c'est important parce qu'avant j'avais mélangé entre ça et les autres boîtes. Et du coup à chaque fois j'étais obligé de chercher la boîte dans laquelle je cherchais le scénario. Alors que là je sais que tous les scénarios sont ici. Et donc c'est bien pratique je trouve. Les cartes ne bougent pas. Hein. Bon après je la trimballe pas tout le temps la boîte, hein, mais les cartes ne bougent pas. J'ai ici 2 compteurs de menaces en rab. Vu que j'ai 3 boîtes, j'ai 6 compteurs de menaces.
Donc il y en a deux qui sont ici pour bien séparer les deux. Là j'ai ma petite carte d'aide que j'avais fabriquée au tout début du jeu, mais dont je me suis assez peu servi finalement. Voilà. Qui sépare ici, mais là il n'y a pas trop besoin de séparer, puisqu'avec les élastiques ça tient bien. Voilà. Donc voilà pour les scénarios. Moi je suis assez content de ce classement, il me va très bien. Et puis encore une fois, du coup, avec j'aurai les 9 cycles, je les aurai tous dans cette boîte là. Donc ça loge parfaitement bien. Alors évidemment, les scénarios sont pas construits. Quand je prends un scénario, il faut ensuite que j'aille chercher les cartes supplémentaires du scénario. Alors les cartes supplémentaires du scénario, elles sont dans cette petite boîte là, qui est donc la boîte de l'appel de l'Isengard, qui est donc la boîte d'extension du cycle 4 visiblement, puisque c'est celle-ci. Voilà. Et là-dedans, eh ben, j'ai tous les scénarios, toutes les cartes qui doivent se rajouter au scénario. Alors j'ai les 6 premiers cycles, hein, donc toutes les cartes qui vont se rajouter au scénario du cycle 1 sont ici, hein, voilà, avec une petite étiquette adéquate, et donc voilà, je les ai ici. Alors celles-ci je les ai en 3 exemplaires, puisque comme j'ai 3 boîtes de base, forcément celles-ci je les ai en 3 exemplaires. Mais les autres exemplaires sont rangés dans un placard, je les sors pas, j'utilise que celle-là. Voilà. Et donc même chose avec les cartes du cycle 2, du cycle 3, du cycle 4, du cycle 5, du cycle 6 bien sûr, qui sont assez nombreuses, puisque dans le cycle 6 il y a des bateaux aussi qui sont là, et la carte de navigation. Voilà, donc avec les 4 bateaux du cycle. Voilà, mais ça, je considère ça comme des cartes. Voilà, quand je veux faire un scénario du cycle 6, je sais que de toute façon, toutes les cartes que je dois rajouter vont être ici. Voilà. Et donc, du coup, c'est un classement qui, je trouve, est assez pratique au final. Et évidemment, dans cette boîte-là, il y a les cycles qui restent, c'est-à-dire le 7, 8, 9. Voilà. Vous voyez, donc les cartes du cycle 7, du cycle 8, du cycle 9. Mince, vous voyez à peine. Je vais le monter un peu. Voilà. Et donc, du coup, voilà, dans ces 2 boîtes, j'ai toutes les cartes supplémentaires qu'il faut que je rajoute pour jouer au jeu. Donc, c'est assez facile à trouver. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'élastiques. Bon, ça, c'est clair. Mais sinon, c'est assez facile à trouver. Voilà. Alors, il y a des fois, faut pas oublier de bien les reclasser, parce qu'il y a des fois, j'ai cherché pendant des heures un petit paquet de cartes parce que je l'avais mal rangé. Donc, bon. Mais ça arrive rarement, et au final, dès que j'ai fini un scénario, dès que je sais que je vais plus le jouer pendant un certain temps, je reclasse les cartes comme ça. Et ça me permet de les retrouver facilement. Donc voilà, c'est tout bête. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que ça se sert des boîtes, du jeu, hein, puisque là j'utilise donc les sables de Harad, et ici donc l'appel de l'Isengard. Donc voilà, c'est pas des boîtes qui sont perdues, hein, c'est des boîtes que j'utilise et que je trouve toujours très jolies. Donc j'en profite pour les réutiliser. Voilà. Ensuite, toujours sur le rangement des scénarios, il y a les sagas évidemment. Donc là, c'est dans ces 2 dernières boîtes qu'on va les trouver. Je vais enlever un petit peu ça pour que vous voyez, voilà. Donc dans les scénarios de saga, donc dans la Flamme de l'Ouest, il va y avoir la saga qui compte les 18 scénarios qui sont tous ici. Voilà, alors tous les scénarios des 6 boîtes d'extension de la saga, hein, donc les Cavaliers Noirs, la Route s'assombrit, la Trahison de Saruman, après c'est dans l'autre sens je crois, la Terre de l'Ombre, la Flamme de l'Ouest, et celui-là dont je n'ai plus le nom, la Montagne de Feu, voilà. Donc tous les scénarios sont là. Alors là aussi j'ai imprimé des petites étiquettes pour se rappeler où ça, et donc l'avantage d'avoir tout ici, encore une fois, c'est que comme la plupart des scénarios n'ont qu'un seul deck, par exemple si je prends les scénarios de la Flamme de l'Ouest, vous voyez, il n'y a qu'un seul deck, il y a besoin que de ces cartes-là, donc j'ai pas besoin d'en chercher ailleurs. Donc il y a pas mal de scénarios qui sont comme ça dans l'extension de saga. Voilà. Tiens, d'ailleurs pourquoi j'en ai que 2 là? Je devrais en avoir 3. Ah bah oui, parce que j'ai joué j'en ai joué un il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc du coup, voilà, j'ai juste besoin de cette boîte pour aller chercher les scénarios qui m'intéressent. Donc, ils sont dans cette boîte-là. Et dans cette boîte-là, il y a la saga Hobbit, plus toutes les cartes qui correspondent au scénario ici. Donc la saga Hobbit, elle a que 2 boîtes. Donc c'est ces 2 scénarios ici. Enfin, les 2 x 3 scénarios en fait. Hein, puisque dans chaque, il y a 3 scénarios. Voilà.
J'espère que vous voyez, ouais, c'est bon. Et puis du coup, ici, bah, vous avez toutes les cartes autres, donc les sphères communauté, les avantages ici, les fardeaux aussi. Alors tous les fardeaux, je les ai enlevés des scénarios et je les ai mis à part ici. Alors ils sont... Alors toutes les cartes joueurs sont slivées, hein, mais les cartes, voilà, les fardeaux, ils sont là, vous voyez. Donc tous les fardeaux des différents scénarios sont regroupés là. Voilà. Comme ça, je sais où les trouver, où les chercher. Et puis quand je joue pas en mode campagne, ça sert pas. Donc j'ai pas besoin de les chercher dans les decks pour les enlever. Donc ça sert qu'en mode campagne. Donc du coup, je les mets là à part. Il y a les cartes avantages ici. Et puis ensuite, il y a toutes les cartes de deck, des decks de rencontre qu'il faut rajouter à certains decks de rencontre. Par exemple, voilà, les terres solitaires. Il y a évidemment les cartes trésors pour la saga Hobbit. Enfin voilà. Donc en fait, voilà, tout loge dans ces deux grosses boîtes. Donc les 18 scénarios de la saga, plus les 6 scénarios de la saga Hobbit, qui logent donc dans ces boîtes-là. Et là encore, ça me permet de les réutiliser et d'être dans le thème, hein, évidemment. Donc c'est plutôt pas mal, moi je trouve, comme système de rangement. C'est pas trop contraignant et puis ça me va très bien. Voilà pour donc les scénarios. Hop, on va ranger ça. Check. Voilà, et maintenant bah, j'utilise deux autres boîtes. Donc qui sont celles des Havre Gris et celle de Khazad-dûm, qui, vous voyez, commence à être sérieusement abîmée parce que bah, c'est celle que j'utilise énormément depuis le début. Et j'en ai qu'une, hein, de cartes Khazad-dûm. Alors dans la boîte Khazad-dûm, bah, vous avez tous les jetons que j'utilise. Voilà, donc les jetons de progression, les jetons de ressources, les jetons de dégâts. Et puis mes petits jetons personnels que vous voyez que j'utilise pour éviter d'incliner les cartes. Donc il y en a différentes couleurs, orange, jaune, blanc. J'ai un code couleur que j'essaie de respecter. Donc les chevaux, c'est toujours pour les quêtes. Voilà, pour éviter d'incliner la carte. Si j'ai pas assez de chevaux, j'utilise les pions de la même couleur. Les effets spéciaux, c'est souvent les blancs. Voilà, si j'ai un truc à me rappeler, voilà, j'utilise les blancs. Les oranges, c'est plutôt pour compter la menace et la volonté sur mon tapis. Voilà, et les jaunes, pareil, si j'ai d'autres effets, surtout sur le deck de rencontre par exemple, ou ça peut me servir de compteur de temps, ou de trucs comme ça, bah, c'est pareil, c'est pour des trucs spéciaux. Et ensuite, il y a les attaques, ce sera plutôt avec les jetons noirs. Voilà, c'est un petit code couleur que je me fais. Donc les attaques avec les jetons noirs, et les défenses souvent avec le jeton brun. Voilà. Donc attaque-défense, enfin à l'inverse, attaque-défense. Jetons spéciaux, volonté et menace, et puis ici la quête. Voilà, ça me permet donc d'avoir un petit code couleur et puis de me rappeler à peu près, bon, des fois je loupe, hein, des fois je prends un jeton d'une autre couleur, c'est pas forcément systématique, mais j'essaie de me restreindre à ça, comme ça me permet de me rappeler quel personnage a fait quoi plus facilement. Voilà. Donc là, bah, rien de plus à dire, évidemment j'ai beaucoup de jetons, puisque ayant 3 boîtes, bah, forcément, tous les jeux, j'ai ici les jetons des 3 boîtes. Donc ça fait quand même un certain nombre. D'ailleurs, certains sont vraiment très usés, comme celui-là par exemple, alors que d'autres sont quasi neufs. Bah forcément, ça dépend des jetons que j'ai utilisés. Vous voyez, celui-là est assez usé aussi. Bon voilà, rien de particulier ici. Donc dans cette boîte qui me suit depuis le départ, il y a tous les jetons que j'utilise. Et puis dans l'autre boîte, celle des Havre Gris, et ben il y a tout simplement mon deck du moment, qui est ici donc mon deck nain, que vous avez déjà vu sur quelques vidéos. Et puis le scénario du moment, souvent, vous voyez, c'est celui-là ici, donc c'est le siège du Gondor, qui est donc le 3e scénario qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Voilà, j'ai mon deck du moment, avec le scénario du moment, souvent, puis évidemment les compteurs de menaces, voilà. Alors j'en utilise qu'un, hein, mais j'en ai 2 ici, comme ça quand on joue à 2 joueurs, bah, je sais que j'ai celui-là. Et puis mes dés qui servent de compteur. Bah, évidemment vous connaissez bien celui-là qui sert à compter les tours, mais j'utilise à l'occasion les autres. Voilà. Alors j'avais des gros dés blancs pendant un temps, mais je les ai remplacés par ces petits dés là, qui sont plus pratiques, je trouve. J'ai donc des dés à 12 faces, voilà. Bon, ça c'est pour des compteurs, pour des choses un peu spéciales. Ici j'ai Aragorn, puisque donc ici il y a Aragorn aussi dans la boîte, puisque le scénario que je joue en ce moment, le siège du Gondor, a besoin d'Aragorn. Mais évidemment, dès que j'arrêterai de jouer ce scénario, je rangerai Aragorn dans la boîte qui correspond.
Donc voilà, cette boîte, c'est un peu une boîte fourre-tout où je mets un peu tous mes accessoires supplémentaires. Et notamment mes decks du moment. Et quand je joue en duo, en solo, bah, j'ai évidemment les 2 decks que j'utilise dans cette boîte. Voilà, donc du coup pour jouer c'est pratique parce que pour jouer en fait, si par exemple je veux jouer ce scénario là actuellement, j'ai besoin que de ces 2 boîtes. Donc voilà, je prends ces 2 boîtes et puis hop, j'installe tout assez rapidement. C'est assez vite fait finalement. Voilà. Donc pour ces 2 boîtes, et enfin il me reste au niveau du matériel sur le jeu, mon livret de règles. Alors mon livret de règles, j'ai sur Word, j'ai j'ai fait une petite page de présentation pour chaque cycle avec la boîte d'extension du cycle et les 6 paquets du cycle avec le nom des scénarios. Alors là je les ai mis en blanc, ça se voit pas très bien. Et puis ensuite les livrets de règles qui sont dans l'ordre des scénarios. Hein, donc là la règle du jeu, et puis ensuite les différents feuillets qu'on trouve dans les paquets, avec le résumé des aventures et tout ça. Et voilà, là on arrive au cycle 2. Donc même chose, avec la boîte d'extension, les 6 petits paquets imprimés, avec en fond une petite carte de la Terre du Milieu que j'ai trouvée sur internet. Voilà, avec donc le petit livret ici, et les 6 feuillets qui vont expliquer les aventures et tout ça. Et ça, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ce que j'aime bien dans cette présentation, c'est que ça fait un livre finalement. Et donc des fois, enfin pas souvent quand même, mais des fois je me relis les aventures d'un cycle pour me remettre, quand je joue un des scénarios, pour me remettre un peu dans l'ambiance et tout ça. Voilà, donc ici on a le cycle 3, le cycle 4 bien sûr. À partir du cycle 5, ils ont commencé à faire des feuillets plus importants, donc c'est un peu plus long, vous voyez. Alors quand il y a un feuillet qui est en double, je le coupe en 2 pour que... je découpe pour que, par exemple celui-là, le royaume de l'effroi, vous voyez, il y avait tout ça, c'est un seul feuillet du royaume de l'effroi. Et donc du coup, j'ai découpé ici pour qu'il puisse loger dans mes pages. Et comme ça me fait un petit livre. Voilà, ça me fait un petit livre. D'ailleurs, il faudra que je le refasse ce scénario, il m'avait bien plu. Ça me fait un petit livre. Voilà. Donc là, on a le cycle 6. Voilà, là pareil, vous voyez, les illustrations sont toujours aussi belles. Hein. Ça, c'est toujours bien. Et puis du coup, voilà, j'ai pas besoin de ressortir les feuilles si j'ai besoin d'une règle ou d'une précision, je le lis directement comme ça. Voilà. Le cycle 7, bien sûr. Le cycle 8. Et on va commencer le cycle 9. Mais le cycle 9, j'ai pas fait la page de présentation, puisque avant de faire la page de présentation, j'attends qu'il soit fini. Puisque, évidemment, je voudrais les 6 photos bien comme il faut. Donc, quand le cycle 9 sera fini, je referai une petite page de présentation que je mettrai ici. Et ça, c'est donc le cycle 9. Voilà. Donc, il y a cette page pour le finir. Et tout à la fin de ce petit classeur, il y a les sagas. Donc, avec la saga du Seigneur des Anneaux, donc avec les boîtes dans l'ordre. Et les livrets de règles derrière. Voilà. Le retour du roi. Tiens, là j'ai pas décalé, c'est dommage, ça fait un peu moins joli. Et puis pareil pour le Hobbit, extension de saga avec les 2 boîtes Hobbit et leurs 2 livrets. Voilà, donc ça c'est vraiment, moi j'aime bien ce petit classeur. Voilà, c'est bien tout rangé et puis mes présentations permettent de rendre les choses à peu près agréables. Et voilà, dès que j'ai un point de règle à vérifier, je sais que j'ouvre ce classeur et ça me permet d'avoir directement les réponses. Alors d'ailleurs, je vais en profiter pour répondre aux questions des quelques internautes qui m'en ont posé maintenant. Hein. Donc ce sera un peu décousu, mais je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Hein, mais je vais pas faire une séquence questions. Voilà, moi je préfère le faire dans l'ordre, enfin dans le flux, j'allais dire. Donc Telvi me posait la question, quel est mon scénario préféré? Alors justement, puisqu'on a ça sous le nez, on va pouvoir le voir. Alors moi, je sais pas si je peux dire que j'ai un scénario préféré, en tout cas j'ai un cycle préféré, ça c'est sûr, et c'est le cycle 3 que j'aime beaucoup. Le cycle 3 que j'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de scénarios un peu différents. Il y a de la difficulté, mais il y a en même temps aussi de la facilité, parce que moi j'aime bien les scénarios faciles de temps en temps. Donc c'est vraiment le scénario du cycle 3 que j'aime bien, avec en particulier la vallée de Morgul, que j'aime beaucoup. Ça, aussi bien pour ses illustrations que pour le scénario lui-même. Moi j'aime beaucoup la vallée de Morgul. Évidemment dans le cycle, il y a Crainte de l'Intendant, qui est un des scénarios plébiscités par les joueurs.
Mais moi j'aime aussi beaucoup, toujours dans ce cycle, Sang du Gondor. D'ailleurs, que je vais peut-être rejouer dans pas longtemps. Voilà, donc vraiment, pour moi, le cycle 3 regroupe, regroupe pas mal de mes scénarios préférés, aussi bien au niveau ambiance qu'illustration. Et donc, ça permet de répondre à ta question, Telvi. Et ensuite, le scénario détesté. Alors, le scénario détesté, bah, ça va être facile, il y en a quelques-uns quand même. Alors, il y a Voyage à Rogosbel, qui est ici, je crois. Non, il est dans le cycle 1, Voyage à Rogosbel. Voilà, Voyage à Rogosbel. Alors j'ai fait 4 fois, je crois, en tout. On regardera tout à l'heure sur la deuxième partie de la vidéo. Mais voilà, c'est vraiment un scénario ultra pénible parce qu'il faut trouver des atlas dans le deck. C'est vraiment que du bol. Voilà, c'est vraiment un scénario que je jouerai plus du tout. Je l'ai joué 4 fois et ça, il y a longtemps et c'est fini. J'ai plus du tout envie de jouer ce scénario. Il y a aussi un scénario du cycle 8 que je déteste absolument. C'est la brande desséchée qui est non voilà, c'est celui-là, la brande desséchée. Alors pourquoi je déteste, je m'en rappelle plus, mais je le déteste. Qu'est-ce qu'il fait déjà? C'est celui où il faut ah oui, c'est celui où on tue le dragon là, mais on le tue 3 fois. Enfin vraiment, pour moi c'est vraiment il sert vraiment à rien ce scénario. Voilà, ça c'est vraiment des scénarios que je déteste. Et enfin dans le cycle non, bah voilà, c'est les deux vraiment que j'aime pas du tout. Ensuite, il y a un cycle que j'aime beaucoup moins que les autres, bah, c'est le cycle 4. Alors le cycle 4, il est là, voilà, c'est le créateur d'anneaux. Alors autant j'aime bien les illustrations, autant j'aime pas trop les decks, les scénarios. Alors pas tellement parce qu'ils sont pas intéressants en soi, mais surtout parce qu'ils ont beaucoup d'effets de cartes, et notamment des effets de défausse. Faut défausser des cartes de notre main, je crois que c'est ce cycle-là, si je dis pas de bêtises. Et du coup, moi ça me saoule vite, puis on oublie tout le temps des effets. Voilà, c'est vraiment le cycle que j'ai le moins joué en fait. Voilà, je crois qu'il y a une mécanique de temps aussi sur non, peut-être pas, c'est le cycle 3 qui a une mécanique de temps, ou le cycle 5. Après, il y en a qui sont il y a des scénarios sympas. Il y a des scénarios sympas, par exemple les 3 épreuves, je l'aime bien. Mais oui, c'est souvent des scénarios assez longs aussi. C'est un peu le reproche qu'on peut faire aussi à ce scénario. Voilà, donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment un cycle qui me botte pas, quoi. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question. Hein, donc 2 scénarios que j'aime pas du tout, c'est Voyage à Rogosbel et La Brande desséchée. Et puis ensuite, un cycle que j'aime moins que les autres, on va dire. Alors Piégé au Pays de Dain, par exemple, c'est pareil, c'est vraiment un scénario que je déteste. Et un cycle que j'aime moins, c'est donc le cycle 4, le créateur d'anneaux, qui, bon, voilà, à mon avis, c'est pas un cycle très réussi. J'en profite toujours pour continuer sur les questions de Telvi, puisqu'on a ça sous le nez, donc il demandait aussi, qu'attends-tu d'un scénario? Qu'est-ce que j'attends d'un scénario quand on déballe un paquet de cartes? Eh ben, j'ai envie de dire pas grand-chose. Je suis pas un joueur très porté sur la mécanique. Je suis pas non plus un joueur très porté sur l'immersion. En fait, je saurais pas trop dire ce qui me plaît dans un scénario ou ce que je déteste dans un scénario. Je sais que j'aime pas les scénarios trop longs où on fait tout le temps la même chose. J'aime pas non plus les scénarios trop durs. Voilà, par exemple le Piégé au Pays de Dain. Moi, pour moi, enfin, il est très difficile parce que dès le début, on a plein de choses à gérer. Bah voilà, voilà, moi je sais pas. Après, moi j'aime bien me laisser porter par les images. Donc ça va d'ailleurs répondre à une des questions de Guénolé Castellan dans 2 minutes. Mais voilà, donc je saurais pas trop dire ce que j'attends d'un scénario. Voilà, c'est un équilibre entre la beauté des cartes, la mécanique qui peut être plaisant. Moi par exemple, il y a un scénario que j'aime bien, mais parce qu'il est vraiment original. Alors je sais que il y a des gens qui ne l'aiment pas trop, mais moi je l'aime beaucoup. Il est dans le cycle 6, et c'est le Temple des Dupes. Le Temple des Dupes, voilà, avec sa carte, bah moi je l'ai trouvé super bien, parce qu'on avait vraiment l'impression d'explorer une île. Plus que juste tirer une carte et puis le mettre en lieu actif. Là on avait vraiment une île, on se baladait sur les lieux. Moi j'ai beaucoup aimé ce scénario pour ça, vous voyez. Alors que le scénario en lui-même n'est pas hyper transcendant, hein. Mais j'ai bien aimé ce truc-là. Ils l'ont fait qu'une seule fois d'ailleurs. Il n'y a que ce scénario qui a cette présentation-là. Et bah voilà, moi ça m'a vraiment plu.
Il y a d'autres scénarios qui m'ont bien plu sur les mécaniques. Mais par exemple, dans le cycle 7, voilà, c'est ici. Non, c'est pas lui. C'est pas lui non plus. Bah mince, alors du coup, il est où? Voilà, c'est celui-là. Donc c'est course en arade que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait cette mécanique d'avoir les deux zones de cheminement, en fait, la nôtre et puis celle des ennemis. Et moi j'ai beaucoup aimé ce truc-là, on sentait bien la course-poursuite en fait entre eux et nous. Et voilà, ça fait partie des scénarios qui me marquent. Alors que pareil, il n'est pas forcément très difficile, même s'il est marqué 6. Hein, mais voilà, j'ai bien aimé jouer ces scénarios. Bien sûr aussi, j'adore toujours les scénarios du premier cycle. Hein. Je joue encore beaucoup le scénario Voyage le long de l'Anduin, hein, avec les fameux trolls, hein, qui a traumatisé toute une génération de joueurs, je pense. Voilà, j'aime aussi beaucoup les collines des Mines-Muiles, qui est sympa, surtout si vous jouez des cartes sur les lieux. Voilà, bon, il y a plein de scénarios comme ça que j'aime bien rejouer tranquillement, sans qu'ils soient spécifiquement... sans qu'il soit innovant ou quoi que ce soit. J'ai bien aimé aussi Fondation de Pierre. Je crois que c'est la Fondation de Pierre, c'est le premier où on a quand on joue à plusieurs, à un moment donc la grotte s'effondre et puis on se retrouve séparés. Et à plusieurs, par exemple, Fondation de Pierre, il est vraiment sublime. Voilà, donc il y a plein de jeux, il y a plein de scénarios comme ça qui m'ont marqué. Donc j'attends pas spécialement quelque chose, mais c'est vrai que j'aime bien être étonné, entre guillemets. Voilà, et après c'est sur la difficulté, mais encore une fois, moi j'aime pas, je suis pas un joueur très bon, hein, enfin, moi j'aime pas trop quand le scénario vous met plein de crasse constamment, puis voilà. Moi j'aime bien aussi dérouler mon deck, vivre ma petite aventure, faire ma partie. Donc voilà, je vais pas me tourner spécifiquement sur des... D'ailleurs c'est pour ça que j'ai aucun scénario cauchemar par exemple, si vous avez remarqué. J'ai aucun scénario cauchemar parce que je vois pas l'intérêt, enfin moi c'est pas mon trip de joueur. Voilà, si je veux de la difficulté, bah, je vais plutôt choisir un scénario difficile de base plutôt que de me rajouter de la difficulté sur un scénario que je passe déjà. Puis comme mes decks sont pas forcément très performants, ils sont faits juste autour d'une idée ou des trucs comme ça, bah voilà, j'ai pas besoin de scénarios particulièrement difficiles. Même si je pense que quand le jeu s'arrêtera après le cycle 9, je vais acheter les decks cauchemars à ce moment-là pour continuer à faire des scénarios un peu différents. Voilà, toujours sur des scénarios, je vais répondre à une question de Guénolé Castellan qui me demandait donc le plus beau scénario du jeu. Alors là, j'ai eu beaucoup de mal à me décider, là aussi, parce qu'il y a beaucoup de scénarios dont les cartes sont magnifiques. Donc je vais faire une petite réponse, enfin je vais pas forcément faire une réponse très tranchée. Je ne saurais pas dire quel scénario est le plus beau, mais par contre j'adore les scénarios du cycle 7 et du cycle 6. Alors le cycle 6 c'est avec les bateaux. Et si vous regardez bien, il y a quand même des lieux qui sont magnifiques. Dans le cycle 6, on a les poulpes là aussi, qui sont vraiment très très beaux. On a les bateaux aussi, moi que j'ai vraiment aimé ces nouveaux ennemis en fait, hein, parce que c'est des ennemis. Mais les bateaux et tout ça sont vraiment beaux. Donc moi j'aime beaucoup les scénarios du cycle 6 au niveau graphisme. Et les scénarios du cycle 7. Dans le cycle 7, moi quand on est dans ces tons jaunes et tout ça, on est vraiment on a vraiment chaud en fait. Hein, les tons sont ocre dans les lieux et tout ça. Les ennemis animaux, là, les scorpions, tout ça, sont super jolis. Donc voilà, pour moi, c'est les deux cycles qui sortent du lot en termes de graphisme. C'est vraiment le cycle 6 et le cycle 7. Voilà. Après, encore une fois, je ne saurais pas dire quel scénario est mon préféré parmi tous ceux que je viens de dire. Mais voilà, c'est les deux cycles qui, à mon avis, ils ont vraiment fait des efforts. Et c'est à partir de là, je trouve que vraiment, je me suis mis à vraiment faire attention aux cartes du deck de rencontre. Quand je les tirais, je les regardais, je les admirais même pour certaines. Et c'est même à partir de ces deux cycles que je trouve que les cartes des decks de rencontre sont presque plus belles que les cartes joueurs. Parce que je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais les cartes joueurs, au bout d'un moment, quand vous avez un héros avec une armure et une épée, au bout d'un moment, c'est quand même difficile de faire beaucoup de variations sur le fait qu'on ait un héros avec une armure et une épée. Et donc, je trouve qu'au fur et à mesure, les cartes joueurs se ressemblent pas mal, surtout sur les héros.
Tandis que en voyageant avec les decks de rencontre, ben, là on peut faire des cartes vraiment différentes les unes des autres. Et voilà, je les trouve vraiment sublimes. Donc maintenant je fais presque plus attention aux cartes du deck de rencontre plutôt que aux cartes joueurs. Voilà. Après le cycle 8, les cartes sont belles mais m'ont pas particulièrement frappé. Et le cycle 9, pareil, pour l'instant, je suis pas hyper enthousiaste. Enfin, c'est joli, mais sans plus. Voilà. Et même chose pour les sagas. Je trouve que bon, les cartes sont ce qu'elles sont, mais elles sont pas forcément très très belles. J'aime aussi beaucoup les morts vivants du cycle 3. Ou du cycle 5, je sais plus. Voilà. Ça, c'est aussi des cartes que je trouve assez jolies. Voilà, les morts vivants du cycle 5. Du cycle 3 surtout. Voilà. Donc voilà pour la question donc, de Guénolé Castellan. Pour ça. Voilà. Je vous ai présenté mon matériel. Il me reste une petite chose à vous présenter quand même. C'est la fameuse tour sur laquelle est posée la caméra qui filme en ce moment. Alors je vais vous la faire voir. Parce que ça fait partie du matériel que j'utilise aussi, évidemment. Alors évidemment que j'utilise que quand je filme, hein, bien sûr. Donc là voilà. Hop. Donc c'est une tour en Lego Technique hein, que j'ai construite. Voilà, qui est lestée par un gros dictionnaire ici, là. Voilà, tout en bas. Et puis ensuite, lesté aussi en haut par 3 bouquins. Voilà, et du coup, l'appareil photo est posé ici. Faites pas attention au linge, il est propre, hein, mais voilà, on n'a pas encore rangé. Voilà, donc du coup, voilà, je pose l'appareil photo ici, comme ça. Voilà, et du coup, il filme en bas. Et voilà, c'est cette tour donc que j'utilise pour à chaque fois que je veux filmer. Voilà, donc une petite tour que j'ai construite rapidement hein, avec des pièces en Lego Technique, tout simplement. Voilà pour le matériel. Hop. Et je repose mon appareil photo sur sa tour. Ah oui, alors il y a un petit détail que vous n'avez peut-être pas vu, mais vous voyez, j'ai même rajouté une petite barre ici qui tient ma lanière. Sinon, la lanière a tendance à tomber devant l'objectif pendant que je joue. Alors que là, aucun risque. Vous voyez ? Voilà. Et puis ça protège aussi l'appareil photo éventuellement s'il se met à tomber. Voilà pour donc mon matériel. Je vais en profiter avant de passer à mon dernier matériel, mais c'est sur ordinateur, donc on fera ça tout à l'heure, pour finir de répondre aux questions que vous m'avez posées. Alors les questions de Guénolé Castellan, quelle année le JCE, j'y répondrai plus tard. L'archétype préféré, j'y répondrai plus tard, donc pas d'inquiétude. Le plus beau scénario, c'est déjà fait. Donc il me reste 2 questions de Telvi auxquelles il faut que je réponde. Donc quelle est la sphère d'influence qui sort du lot? C'est la question qui m'a posée. Alors là aussi j'ai beaucoup réfléchi parce que bon, il n'y a que 4 sphères d'influence, hein, bien sûr. Mais j'ai interprété son qui sort du lot de différentes manières. Alors d'abord il y a la manière, on va dire, au niveau de la puissance. Alors quelle est la sphère d'influence qui est a priori la plus puissante? Alors il y en a 2 qui à mon avis sur les 4 sortent vraiment du lot. C'est bien évidemment la sphère commandement qui est ici donc, qui a des héros assez puissants. Et puis surtout donc qui est la sphère de la thune, et la sphère de la thune ça permet de payer des cartes très rapidement et donc du coup souvent de mettre en place des choses, de mettre en place le deck assez rapidement. Donc moi évidemment c'est dans cette sphère que j'ai 2 de mes héros préférés, hein, donc Amartul et Erkambrand que je vous avais signalé dans la dernière vidéo. J'ai aussi des héros que j'aime beaucoup, Sam Gamgee, que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très puissant, Elfhem que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, donc c'est vraiment à mon avis la sphère, Erkambrand bien sûr, c'est vraiment à mon avis la sphère la plus puissante, même si il va lui manquer des choses quand on la joue toute seule, il va lui manquer les cancels et tout ça, mais à mon avis c'est vraiment la sphère qui apporte le plus à un deck. Dès que vous rajoutez un héros commandement, vous pouvez mettre Intendant du Gondor, qui est une carte très puissante, vous pouvez mettre tout ce qui est ressources, vous pouvez mettre aussi les avertissements des Dunédain, tout ça. Donc vraiment, c'est à mon avis, c'est la sphère qui est vraiment la plus puissante quasiment du jeu. Et la deuxième, peut-être un peu derrière les commandements quand même, ce serait la sphère énergie. Alors pourquoi la sphère énergie? Parce qu'elle a les archétypes qui marchent très très bien, et notamment l'archétype Noldor,
qui est un archétype qui marche extrêmement bien et qui a quasiment toutes ses cartes en énergie. Donc du coup, voilà, si vous faites un archétype Noldor, vous avez besoin quasiment que de la sphère énergie. Et c'est cette sphère-là qui a sorti des decks assez performants assez vite, je trouve. Hein, c'est mon avis. Il y avait aussi les decks Kaldara qui étaient très puissants, voilà. Puis évidemment, la sphère énergie, elle est très importante puisqu'elle a les cancels, tout simplement. Hein, donc elle a évidemment testé sa volonté, qui est une des cartes encore les plus jouées. Hein, c'est vraiment un cancel immédiat, sans condition. Enfin, juste faut payer 1. Et donc c'est vraiment un cancel très 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 important. Elle a aussi toutes les cartes de baisse de menace, enfin beaucoup de cartes de baisse de menace. Alors maintenant les autres sphères commencent à en avoir, mais c'est au début du jeu, c'est vraiment cette sphère-là qui permettait d'annuler les crasses des decks de rencontre, et donc qui était vraiment très très puissante. Voilà. Elle a des héros évidemment fantastiques aussi, hein, même si moi c'est pas la sphère que j'aime le plus jouer, loin de là. Mais elle a des héros assez fantastiques, hein. Bah, bien sûr Kaldara, Galadriel et Owen, Arwen qui est excellente, Frodon, même si on ne joue plus trop, mais Frodon pendant un temps, bah, c'était le héros qui pouvait tanker les trolls du voyage le long de l'Anduin, hein, mine de rien. Voilà, donc voilà, c'est vraiment une sphère que je trouve très bien. Les deux autres sphères, donc tactique et connaissance, bon, sont un petit peu en retrait à mon avis, même si moi, ma sphère préférée, c'est la sphère tactique. Même si mes deux héros préférés ne sont pas dans cette sphère, ma sphère préférée au global, c'est la sphère tactique. Tout simplement parce que c'est aussi une des premières sphères que j'ai voulu jouer, croyant que le combat c'était primordial. Alors qu'en fait non, dans ce jeu c'est pas le combat qui est le primordial, c'est passer la quête. Même s'il faut évidemment gérer le combat aussi. Donc voilà pour la réponse à cette question. Ensuite, toujours dans le même registre, tu me posais comme question, oui voilà, est-ce qu'un jour on aura un deck neutre? Alors bah la question est ouverte, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut faire, alors c'est une idée que j'avais depuis longtemps et que j'ai essayé de faire un deck qu'avec des cartes neutres. Mais bon, on est encore un petit peu limité quand même, notamment bah, sur les ressources. Alors je parle pas des héros parce qu'évidemment bah, sur les héros il y en a qu'un, c'est Gandalf. Peut-être qu'on en aura un deuxième, mais j'y crois pas trop parce que Saruman il aurait été bien en héros, mais il est ressorti en allié là, je crois, il y a pas longtemps. Ah, peut-être qu'on va l'avoir en héros dans pas longtemps. Je crois avoir lu ça quelque part. On aura peut-être Saruman en héros. Donc ça nous fera deux héros neutres. Donc peut-être que ce sera jouable. En tout cas, après au niveau allié, on a ce qu'il faut, mais le problème c'est qu'ils vont pas tout à fait ensemble. Donc au niveau allié, bon évidemment si vous avez pris comme Gandalf comme héros, bah, déjà vous pouvez pas prendre ces deux-là. On a ceux-là, Sylvebarbe qui est un excellent héros bien sûr, Talion qui est très très bon et qui peut rentrer dans quasiment tous les decks. Mais vous voyez que sur les alliés on est limité, hein, il y a ça quoi. Voilà, donc il y a un nain là que j'ai pris et qui dans mon deck donc qui devrait être là. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, et 13, si on rajoute Saruman, il y a 13 alliés différents. C'est bon, c'est pas encore suffisant, moi, à mon avis, pour faire un deck neutre. Mais c'est vraiment une idée qui m'a trotté dans la tête pendant un temps et que j'avais essayé de faire. Maintenant, avec le contrat communauté, pardon, qui arrive dans deux paquets, je crois, et qui bonifie le fait d'en avoir que 3 héros, peut-être que ça peut être jouable de refaire un deck qu'avec un héros, et peut-être que du coup ça pourrait être jouable de faire qu'un deck avec Gandalf. Faudra essayer, c'est peut-être jouable. Je sais pas du tout ce que fait ce contrat. Je sais juste qu'il bonifie les héros si vous n'avez que des héros. D'ailleurs si vous n'avez pas d'alliés. Donc peut-être qu'on pourrait faire un deck neutre à partir de là, avec tout le matos adéquat pour Gandalf, et voilà, on verra. Mais pour l'instant, un deck neutre, bon, c'est vrai que ça reste quand même encore un peu limité. Hein. Ça, à mon avis, bon, c'est pas encore viable. Puis en plus, voilà, là, je regarde les attachements, mais les attachements sont souvent spécifiques à des héros. Là, par exemple, la coiffe de Kaliel, bah, faut jouer Kaliel. Donc, du coup, voilà, ça déjà vous l'enlevez, c'est neutre, mais c'est pas une carte neutre en fait. Ce serait plutôt une carte commandement finalement, puisque Kaliel est commandement. Pareil pour Nenya, pareil pour Vilya, pareil pour Narya qui joue que sur des héros spécifiques. Donc il y a plein de cartes comme ça qui sont
Alors ces cartes-là aussi, elles se jouent que sur un héros spécifique, hein, qui est Gandalf, mais Gandalf étant neutre, du coup ça se justifie qu'elle le soit elle aussi. Voilà. Après il y a des cartes neutres génériques, hein, bien sûr, mais en faveur du Valar, les attachements protégés, mais pareil, les attachements protégés, c'est pas bien pour tout le monde. Il y a Grand Pas qui est vraiment pas mal. Peut-être qu'avec l'anneau aussi, on pourra rajouter des choses dans un deck neutre. On verra pour ça. Peut-être que ce sera mon prochain deck, j'en sais rien. Même si j'ai d'autres idées sur les decks. Voilà pour la présentation de mon matériel. Donc j'ai répondu à toutes les questions, enfin il m'en reste deux à répondre, Guénolé, Castellan, mais j'y réponds après parce que là maintenant je vais vous présenter donc mon logiciel, enfin avec quel logiciel j'enregistre tous mes résultats. Bon bah là vous allez voir ça tout de suite. Donc je coupe et on se retrouve tout de suite. Et donc, dernière partie de présentation de mon matériel. Donc d'abord, excusez pour la voix un peu différente, parce que là, évidemment, je suis sur le PC et donc j'enregistre avec le micro du PC qui n'est pas de même que le micro de ma caméra. Donc il y a sûrement une différence de voix ou de son. J'espère que j'arriverai à régler ça quand je ferai le montage. Mais pour l'instant, bon, bah voilà, je le fais comme ça. Donc, dernière partie de cette présentation de mon matériel. Donc évidemment, c'est le fichier Excel sur lequel je marque tous mes résultats de partie. Depuis quasiment le début, alors pas depuis le tout début. Donc on va regarder tout en haut. Donc vous voyez la première partie que j'ai enregistrée date du 17 avril 2012, mais j'avais commencé le jeu avant de me décider à noter toutes les parties. Donc ça me permet d'ailleurs de répondre à une des questions de Guénolé Castellan, c'est-à-dire en quelle année j'ai commencé le JCE, le SDA JCE. Et ben c'était tout début 2012 ou fin 2011, je m'en rappelle plus trop. Ce qui est sûr, c'est que j'ai commencé à peu près en même temps que l'extension Khazad-dûm est sortie. Hein. Donc je crois qu'elle est sortie en janvier 2012, quelque chose comme ça en France. Et donc je crois que j'ai commencé un tout petit peu avant, parce que je sais que je l'ai acheté après avoir commencé le jeu. Voilà, donc ça doit être à peu près ça, janvier 2012 ou décembre 2011, quelque chose comme ça. Donc voilà pour cette première question de Guénolé Castellan qui me demandait ça. Sur le fichier, donc vous voyez, hein, j'ai tous les scénarios. Alors au départ, je mettais pas du tout le nom du deck, enfin je mettais pas les héros, je mettais un nom de deck à chaque fois. Mais ensuite, après, j'ai mis le nom du deck avec les héros, avec ces différentes versions. Donc, on voit que j'ai fait quand même pas mal de parties. Alors, toutes les parties en rouge que vous voyez, c'est des parties que j'ai perdues, évidemment, et toutes les parties en noir, c'est les parties que j'ai gagnées. Euh, au début, je mettais rien de particulier à part le score, et puis je me suis mis à mettre des commentaires éventuellement, donc notamment la main de départ ici, puis ensuite des commentaires au fur et à mesure, de plus en plus, de plus en plus nombreux. Comme vous pouvez le constater, voilà, ça permet moi de me rappeler un petit peu des fois quand je cherche un scénario à faire, je regarde ici sur ce fichier avec quel deck je l'avais déjà passé ou avec quel deck je l'ai perdu. Je regarde un peu les commentaires pour me rappeler si le scénario est sympa, pas sympa. Voilà. Donc alors il y a eu des périodes un peu difficiles, hein, vous voyez là avec mon Gandalf Aragorn 2 que j'ai joué énormément. Du coup, c'est pas, voilà, j'ai eu quand même pas mal de défaites, mine de rien. Voilà, et après, je me suis mis à changer aussi. J'ai voilà mes premières parties en soluo, hein, c'est-à-dire que je jouais deux decks, vous voyez, date donc de 2015 à peu près. Voilà. Donc alors en tout, donc on va retrouver ensuite quand j'ai commencé à faire mes vidéos YouTube, hein, vous voyez ici sur la ligne 591, j'ai mis voir vidéo. Je mettais plus de commentaires puisque j'avais la vidéo sur YouTube, donc du coup voilà, je mettais ça, donc ça me permet de voir à peu près quand est-ce que j'ai commencé. C'est les voir vidéo qui sont là. Si je les ai bien tous enregistrés, ce qui est pas forcément le cas, hein, puisqu'il y a certaines parties que j'ai mis en vidéo que j'ai pas enregistrées ici. Donc il en manque peut-être quelques-unes quand même. Si on va tout à la fin, on constate que j'ai pas fait tant de parties que ça. Comparé à d'autres gros joueurs, j'en suis même pas à 1000, vous voyez.
990 parties sur mon truc. Alors 990 parties, certaines d'ailleurs ne sont pas du tout en vidéo, hein. Vous voyez que je joue toujours sans faire de vidéo, hein. Vous voyez, une partie sur deux à peu près. Sur la fin, une partie sur trois sont des vidéos, mais sinon je joue toujours pour moi, pas forcément pour faire une vidéo sur YouTube. Voilà, vous voyez ici, il y a toute une partie là de parties justement que j'ai faites sans faire de vidéo. Alors là, c'est probablement parce que j'étais en vacances. Voilà, ça date de juillet août. Voilà, c'est que j'étais en vacances et quand je vais en vacances en général, j'amène un deck et puis quelques scénarios et je fais que jouer à ça. Voilà, donc 990 parties en tout. J'en ai oublié sans doute quelques-unes, hein. Il y en a que j'ai pas noté, il y en a que j'ai. Donc je pense que je dépasse les 1000 hein, en vrai, puisqu'en plus les premières parties, donc des 3-4 premiers mois, je les ai pas notées ici. Donc je sais pas combien j'en ai faites, mais pas mal. Donc j'en suis un peu plus que ça. Mais globalement, voilà ma base de données actuelle sur ça. Et ça permet de voir un peu aussi les decks performants, pas performants. À côté de ça, donc j'ai un autre onglet qui répertorie tous les scénarios et mes taux de victoire. Voilà. Donc vous voyez ici par exemple que sur le cycle numéro 1, vous voyez, par exemple sur Passage dans la forêt noire, j'ai 16 victoires et 4 défaites. Alors l'avantage de mon système, c'est que si je veux voir avec quel deck j'ai eu les 4 défaites sur le premier scénario, il suffit que je passe ici, je cherche Passage dans la forêt noire, voilà. Ah bah oui, c'était les premières. Et puis du coup, on va pouvoir trouver les lignes rouges. Et les lignes rouges, voilà, par exemple, voilà la première défaite enregistrée en tout cas de Passage dans la forêt noire, c'était le 23 avril 2012 avec un deck 1-2. Alors il n'avait pas encore de nom, mais voilà. Alors j'étais pas encore très très fort en deck, hein. D'ailleurs je suis toujours pas, hein. Je me considère pas du tout très fort sur les decks. Voilà, donc là j'ai des taux de victoire. Alors là aussi ça me permet de voir un peu ce que je fais comme scénario, quels sont les scénarios que j'ai du mal à passer, ceux qui m'intéressent plus. Donc Voyage à Rose Gobel par exemple, qui est un scénario que je déteste. Je l'ai essayé que 4 fois, vous voyez. Et puis du coup j'ai eu une victoire, je sais même plus quand, et puis alors c'est pareil, hein, il suffit de regarder ici, hein, on cherche Voyage à Rose Gobel, puis on verra avec quel deck j'ai réussi à le passer. Mais voilà, bon, c'est pas. Mais du coup, ça permet de faire des petites stats, de voir un peu les scénarios faciles, pas faciles. Donc là, donc vous avez tous les cycles ici, hein, donc en couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le neuvième qui est en cours, le noir. Ensuite ici les sagas, donc la saga du Hobbit avec ses 6 scénarios et la saga donc de la campagne avec ses 18 scénarios qui sont ici. Euh, voilà, donc ce premier onglet, et puis ensuite l'enregistrer. Alors vous voyez, d'ailleurs, je suis à 969 parties, donc il y en a, et comme je suis à 990 ici, il y en a forcément quelques-unes que j'ai oublié de noter, hein. Vous voyez, c'est un peu l'inconvénient du système, c'est qu'il faut que je pense à remplir les deux onglets, et il y a des fois, voilà, il y a des parties que je mets à côté et que je mets pas ici, je sais pas pourquoi, j'oublie sur le moment, voilà. Donc là, on est à 969, mais en fait, j'en ai plus. Voilà. Donc ça c'est le deuxième onglet. J'ai un troisième onglet qui est ici. Donc ça c'était mes decks en fait. C'était mes premiers decks que je notais là. Alors j'ai pas noté dès le début, hein, puisque le premier deck que j'ai noté c'est Galadriel, Glorfindel, Celeborn. Donc je sais plus à quelle année j'ai fait ce deck là. Mais j'ai pas noté mes tout premiers decks. Mais au bout d'un moment je me suis mis à les noter. Et puis là, j'ai arrêté en fait, puisque du coup, puisque maintenant on a le site de le CG Builder fait par quelqu'un du forum. euh, et donc, du coup, j'utilise le site, j'utilise la base de données du site, et donc que je mettrai en lien bien sûr dans les commentaires, qui est un excellent site et que je vous conseille franchement d'utiliser. Et donc du coup, je les enregistre plus là. Donc le dernier deck enregistré ici, hein, c'est Eowyn, Glorfindel, Fulk, Bauffin, avec son deck buff Denethor et Restore, Beravor. Mais voilà, donc je notais toutes les cartes qui composaient le deck. Voilà, avec le nombre de cartes, tout ça. Donc voilà, en fait, je m'étais fait ma propre base de données, mais évidemment, c'est beaucoup moins pratique à utiliser qu'une vraie base de données, notamment parce que les cartes, je mettais leur nom, mais je sais plus ce qu'elles font. Enfin, pas toutes en tout cas. Donc voilà. Donc ça, c'était mon troisième onglet, et j'ai un quatrième onglet qui répertorie mes campagnes. Mes campagnes, sur la saga.
Alors j'en ai terminé aucune, je crois, parce que moi je trouve ça vite lourd de gérer les avantages, les fardeaux, de remettre en place tous les avantages et les fardeaux en fonction des scénarios. Moi j'ai trouvé ça assez vite lourd, notamment à partir du sixième, septième scénario où on perd Bilbon, puis on trouve Aragorn, donc du coup les fardeaux changent. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça assez pénible en fait. Il y a aussi le fait que, comme je vous l'ai expliqué dans les campagnes, hein, bah, il y a vraiment des scénarios arrêts pour certains decks, hein. La campagne que j'ai menée le plus, c'est la 5, je crois, voilà, où je suis allé jusqu'à quasiment la fin, mais en passant certains scénarios en disant bon voilà je les passe parce que j'en ai marre. Enfin c'était vraiment un scénario contre mon deck quoi, ça passait pas et donc du coup je suis passé, enfin je considérais que j'avais gagné. Donc voilà, c'était vraiment c'est la campagne numéro 5 où je suis allé le plus loin. J'étais très bien parti aussi avec la campagne numéro 6 avec Turindir et Owen et Arwen, qui était vraiment, mais vraiment je l'ai super bien passé jusqu'à la croisée des chemins. Et puis pof, l'antre d'Arachné est arrivé et là c'était le scénario coup d'arrêt sur ce deck. C'était impossible de passer ce scénario avec mon deck Turindir et Owen et Arwen, mais vraiment impossible. Alors que tous les autres sont passés tranquilles, hein. Il y en avait combien avant? 2, 4, 6, 8, 10, 11, voilà, donc c'est le 12e. Alors tous les autres sont bien passés, et puis là j'arrive à celui-là, bah vous voyez, j'ai même pas continué parce que j'ai essayé 4-5 fois et c'était non, vraiment c'était pas possible quoi. Donc c'est dommage du coup sur cette, et c'est la dernière campagne que j'ai faite, même si j'aimerais bien en refaire une avec mon deck nain. Mais bon voilà, c'est vraiment dommage je trouve cette campagne. Alors moi après ce que j'aime bien quand même c'est faire les scénarios un par un de temps en temps, parce qu'il y en a quand même qui sont très très sympas, des scénarios de cette saga. Mais c'est vrai que le mode campagne, il est quand même. Enfin, j'ai pas trouvé de système pour le gérer de manière souple. Voilà, de manière souple. Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi mon matériel je le range à chaque fois parce que je peux pas le laisser sur place, puisque la pièce dans laquelle je joue me sert aussi de salon et d'autres choses. Donc du coup, c'est vrai que si je pouvais laisser en place, à la limite, peut-être que ça ce serait plus facile, mais comme je range tout à chaque fois, bon. Donc j'avais trouvé ce système pour enregistrer mes scores euh, et pour noter mes fardeaux et tout ça, mais bon, ça reste quand même un peu pénible de regarder à chaque fois. Alors oui, alors, mince, qu'est-ce que j'avais comme fardeau? Oui, c'est vrai, j'avais ça. Qu'est-ce que j'avais euh, comme euh, comme avantage? J'avais celui-là. Enfin voilà. Donc voilà ce quatrième onglet donc pour ce fichier Excel qui ma foi me sert évidemment toujours, hein, puisque bah, principalement les deux premiers onglets, hein, donc mes scores évidemment et puis les scénarios pour avoir mes stats. Ça me permet de répondre d'ailleurs à une deuxième question de Guénolé Castellan qui me demandait donc quel est le premier archétype que j'ai joué beaucoup, qui m'a plu dans le jeu. Bah évidemment, et je pense que ce sera le même archétype pour beaucoup de joueurs de SDA, c'est bien évidemment l'archétype nain, hein, qui a été mon premier archétype sur lequel j'ai beaucoup joué, et ce qui est normal aussi puisque l'extension Khazad Doom du cycle 2 euh, donnait beaucoup de cartes pour cet archétype et donc du coup bah forcément comme j'ai commencé le jeu comme je vous ai expliqué tout à l'heure, comme j'ai commencé le jeu à peu près un petit peu avant que Khazad Doom sorte, j'étais déjà parti sur un deck nain et du coup Khazad Doom a vraiment accentuer cet archétype. Et donc du coup, ça a été vraiment mon premier archétype. Sur mes autres archétypes que j'aime bien, évidemment, l'un des deuxièmes archétypes que j'ai beaucoup joué, c'est l'archétype d'Unedin, euh, avec évidemment l'arrivée d'Amartul. Donc ça, c'est vraiment un deck que j'ai beaucoup joué. Mais voyez ici, deck nain, deck nain, deck nain. Au départ, je jouais vraiment que des nains. Il y a eu le deck Aragorn aussi quand Aragorn 2 est sorti, mais je sais pas si celui-là ça correspond. Là, j'avais encore des nains. Et après, j'ai commencé à faire des decks un peu différents. Une fois que j'étais sorti des nains, j'en ai plus beaucoup joué justement parce que tellement dégoûté, enfin pas tellement dégoûté, mais j'avais tellement joué les nains au final que à partir du moment, à partir de voilà, à partir de 2012 là à peu près, j'ai plus trop joué de nains. Et j'ai essayé des decks un peu différents. L'un des decks que j'ai joué le plus souvent, ça a été aussi évidemment un deck Elrond. Elrond Glorfindel Beorn, qui est visiblement c'est plutôt pas trop mal passé. J'ai beaucoup joué
j'ai beaucoup joué Hobbit aussi. Ça c'est vrai que mon deck Sam, Pipin, Bilbon était vraiment... Et puis ensuite Sam, Pipin et Merry a été vraiment un de mes archétypes préférés. C'est le deck Hobbit, ça c'est... J'ai beaucoup aimé. Et puis ensuite, bah, donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, Dunedain. Même si j'ai pas forcément beaucoup joué, mais c'est un de mes archétypes préférés. Et d'ailleurs, j'ai bien envie de refaire un deck Dunedain dans pas longtemps. Mais le deck Dunedain, il se joue souvent, enfin, il se joue mieux en soluo, je trouve. Donc du coup, voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'est toujours une mise en place un peu plus lourde de jouer en soluo. Et donc, bon, je verrai si j'arrive à en faire un en solo. Voilà, donc comme je vous disais, hein, Gandalf et Elrond Aragorn 2, un des decks que j'ai le plus joué. Voilà, après mon Glorfindel Hydraen Silverbarb qui a bien marché aussi et que je vous ai fait voir en vidéo. Bah d'ailleurs, vous voyez, on a un voir la vidéo ici. Donc ça veut dire que j'ai commencé mes vidéos YouTube vers 2015, visiblement. Puisque c'est un des premiers decks que je vous avais fait voir en vidéo, comment construire un deck, et j'étais parti sur ce deck-là, Glorfindel, Hydraen, Silverbarb, que je ressortirai d'ailleurs à l'occasion de la sortie du contrat qui nous oblige à avoir que 3 héros, parce que c'est un deck qui tournait pas trop mal, mine de rien, alors que j'avais pas du tout, enfin j'avais pas spécialement les cartes pour faire ça. Depuis, il y a quand même des cartes pas mal qui sont sorties, bah, notamment la carte Grand Pas, et puis surtout le contrat qui va arriver, je crois, dans 2 packs, qui permet donc, je sais plus son nom, hein, mais qui bonifie le fait d'avoir que 3 héros. Voilà donc pour cette deuxième question de Guénolé Castellan, donc mes archétypes préférés ou mes premiers archétypes. Donc le premier archétype, hein, j'ai déjà répondu, c'est l'archétype nain, comme tout le monde. Et puis ensuite, j'ai beaucoup joué plutôt des héros que des archétypes, jusqu'à trouver ensuite donc 2 archétypes qui me plaisent bien, Hobbit et surtout Dunedain, que j'adore en particulier parce que mon héros préféré est Amartul. Voilà pour cette petite présentation. Alors vous voyez en dessous que j'ai aussi d'autres onglets sur tous mes autres jeux. Voilà, et quelques jeux sur lesquels je fais des résumés de parties. Pour quelques jeux qui m'intéressent particulièrement, même si sur Blueprint et sur Rallyman, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, donc ça s'y prête moins. Mais sur 3, qui est l'un de mes jeux préférés de tous les temps, avec le SDA, Agricola également, et Civilisation, je fais des petits résumés de parties. Voilà, donc bah, ça termine cette petite séquence sur mon matériel, et puis bah, maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire le concours. Donc bah, je coupe ici et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Et voilà, donc après la présentation de tout mon matériel, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses, enfin je sais pas, on verra, moi j'ai pas l'habitude de faire ça. Et ben on va passer à ce que vous attendez peut-être tous, c'est-à-dire le petit jeu concours. Donc déjà merci à tous de suivre ma chaîne, merci à tous de faire des commentaires sur ce que je fais, sur les parties, tout ça, à ceux qui détectent des erreurs, parce que c'est vrai que quand on filme, moi je suis toujours en train de parler pour éviter les moments creux, et du coup c'est vrai que c'est pas forcément facile de ne pas faire d'erreur sur les scénarios, comme vous avez pu le constater. Donc merci à ceux qui signalent tout ça, hein, ça me fait que progresser tout le temps. Et donc bah voilà, je vous remercie de votre comment dire, de votre fidélité. On arrive à presque 1000 abonnés. Bah moi je trouve que c'est pas mal. Je suis plutôt content puisque les vidéos, comme vous l'avez vu, hein, sont pas du tout au canon de YouTube, et moi je vais continuer à faire des vidéos comme j'ai envie, c'est-à-dire bah voilà, des parties de Seigneur des Anneaux, de faire découvrir le jeu, voilà. Et donc du coup, bah, pour vous remercier, j'ai envie d'organiser ce petit concours. Alors c'est entre nous, hein, c'est vraiment pas, là encore, je suis pas du tout sponsorisé. Voilà, c'est moi qui ai décidé de ça, parce que il se trouve que j'ai un deuxième paquet du Kourou Destructeur, et donc je voudrais bah, le faire gagner à l'un d'entre vous. Voilà, il est pas ouvert, hein, il est voilà. Donc je vais vous poser quelques petites questions, et puis vous essayerez d'y répondre. Ça donnera des points. Et puis celui qui aura le plus de points, il va gagner ce paquet. Alors les questions, je vais les réincruster ici, mais je vais les donner à l'oral, mais je vais les réincruster dans la vidéo, pendant qu'on parle. Et donc voilà, donc je vous donnerai toutes les modalités pour répondre aux questions, hein. Donc il faudra s'inscrire sur le forum SDAJCE
.net. Je vous mettrai l'adresse dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo. Faudra que vous fassiez un compte si vous n'en avez pas déjà un, mais je pense que la plupart d'entre vous en ont déjà un. Et vous m'enverrez un message privé à FMP The Mad. J'ai le même pseudo que sur ma chaîne. Et du coup, en message privé, vous me donnerez les réponses aux questions et je vous donnerai le nombre de points que vous avez eu. Et celui qui aura le plus de points gagnera. Je lui enverrai donc personnellement ce paquet du Kourou Destructeur, voilà, qui est un paquet aventure, donc c'est le premier paquet aventure du cycle 9. Voilà, donc il gagnera ça, et il aura ça chez lui. Voilà, donc on passe aux questions. Alors c'est parti, il y en a 7. Alors j'ai essayé de faire des questions un peu intéressantes par rapport au jeu, bien entendu. Alors peut-être que, bon, on verra ce que ça donne. Alors j'ai ma petite feuille ici, j'aimerais bien qu'elle se voit pas, mais voilà, j'ai ma petite feuille récapitulative. Alors on y va, allez. Question numéro 1. Donc là, vous la connaissez déjà cette question, puisque c'était dans la vidéo du 17 décembre 2019, donc la vidéo où j'ai fait une annonce. Et à la fin, donc, je vous présente 3 héros, dont 2 de mes préférés, qui sont Amartul et Erkambrand. Et il y a un 3e héros qui est brillant et qu'on n'arrive pas à voir. Et donc, c'est ma première question. Quel est le nom de ce héros? Voilà. Alors c'est une question qui vaut 10 points. Voilà, si donc quand vous me répondrez, vous aurez 10 points ou vous aurez 0. Je vous donne un deuxième petit indice quand même parce que j'ai peur que sinon ce soit un peu trop difficile. Mais c'est un héros que je n'ai pas tant joué que ça sur ma chaîne. Et pourtant, il fait partie de mes héros préférés. Voilà, donc c'est la question numéro 1. Quel est le nom de ce héros dont la carte brille un petit peu trop? Voilà. On va passer à la question numéro 2. Alors, c'est une question aussi sur une de mes vidéos. Donc, c'est dans la vidéo du Kourou Destructeur que j'ai mise en ligne le 30 novembre 2019. Et vous avez vu que depuis quelques années, j'incruste les scans des images, les scans des cartes, pardon, dans mes vidéos pour que vous arriviez bien à les lire. Et donc, en dehors des premières cartes que j'incruste plus longtemps, donc les cartes héros, qui sont incrustées une trentaine de secondes en général, voire un peu plus, ça dépend de mon intro, et les cartes d'incrustation de la présentation du scénario, c'est-à-dire souvent la carte 1B, et puis éventuellement ce qu'il y a dans la ZC au début. Donc en dehors de ces cartes-là, toutes les autres cartes que j'incruste, je les incruste 12 secondes. Voilà, c'est un compromis que j'ai trouvé, 12 secondes, ça me paraît bien, vous avez le temps de lire la carte, et elle reste pas trop longtemps à l'écran, voilà, 12 secondes, ça me paraît bien. Et donc, dans cette vidéo du Kourou Destructeur, il y a une carte qui n'apparaît que 11 secondes. Voilà, je vous demande le nom de cette carte. Quelle est la carte qui n'apparaît que 11 secondes au lieu de 12 dans la vidéo du Kourou Destructeur du 30 novembre 2019? Voilà pour la deuxième question. Cette question vaut aussi 10 points. Donc, vous me donnez le nom de la carte. Et si vous avez la bonne carte, vous aurez 10 points, et sinon vous aurez 0 points. Voilà pour la question numéro 2. On passe à la question numéro 3. Alors, sur la chaîne, maintenant, je commence à avoir quand même pas mal de vidéos, et je teste quand même pas mal de decks. Vous avez vu que je fais souvent des decks, voilà, d'une vidéo à l'autre, j'essaie de changer un peu le deck et tout ça. Mais il y a certaines vidéos que j'ai faites plusieurs fois avec le même deck pour vous le faire découvrir, tout ça. Et la question 3, elle est assez simple. Quel est le deck qui a été le plus joué sur la chaîne? C'est-à-dire, quel est le deck qui a été, ou sur lequel j'utilise le plus de... Enfin, sur lequel je teste le plus de scénarios sur la chaîne. Le plus joué, pas juste la présentation du deck. Faut jouer un scénario avec. Donc, quel est le deck qui a été le plus joué sur la chaîne? Et donc ici, il me faut simplement le nom des 3 héros qui composent ce deck. Donc c'est la question numéro 3. Il me faut le nom des 3 héros qui composent le deck avec lequel j'ai le plus joué sur la chaîne. Cette question vaut aussi 10 points, comme les autres. Et si vous avez les 10 points, les 3 héros, vous aurez les 10 points. Et sinon... Alors là, je vais peut-être séparer. D'ailleurs, ce sera peut-être 3 points par héros, un truc comme ça. On verra. Donc, voilà pour la question numéro 3. Question numéro 4. Donc, dans mes vidéos, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai présenté mes petits accessoires. Vous avez vu que
J'incline pas les cartes, hein, je mets des jetons dessus. C'est plus facile pour moi, je trouve ça plus sympa et plus pratique. D'ailleurs, il y a une vidéo d'un internaute que je suis tombé dessus, je ne me rappelle plus son nom malheureusement, qui fait la même chose que moi et qui dit spécifiquement que il fait comme moi parce qu'il trouvait que c'était une bonne idée. Donc j'étais content. Si ça peut donner des idées à d'autres, tant mieux. Mais voilà, donc j'étais le premier à utiliser ces jetons pour ne pas incliner les cartes. Et du coup, la question 4, c'est la suivante. Dans la vidéo Le secret de Celebrimbor 2 du 10 décembre 2019, j'utilise un dé pour faire le marqueur de temps. C'est un petit dé bleu qui est sur la carte de quête. Et j'utilise aussi des jetons chevaux pour envoyer mes personnages en quête. Je vous les ai fait voir tout à l'heure quand je vous ai fait voir mon matériel. Donc la question 4 est la suivante. De quel jeu vient le dé bleu que j'utilise sur ma carte quête? Première question. Et deuxième question, enfin c'est la même, hein, de quel jeu vient le petit cheval que j'utilise pour marquer mes personnages en quête? Voilà donc 10 points pour chaque réponse. Donc vous pouvez marquer 20 points sur cette question, ou 10 ou 0, suivant vos réponses. Donc je répète vite fait. Question 4, il y en a 2. D'où vient le dé bleu que j'utilise pour marquer le compteur de temps dans la vidéo Le secret de Celebrimbor 2? Et d'où vient le petit jeton cheval que j'utilise pour marquer mes personnages qui vont en quête? Voilà pour la question 4, donc 20 points potentiellement pour cette question. On passe à la question 5. Alors là, c'est une question très facile, mais je voulais aussi de mettre des questions sur les cartes quand même, ce serait dommage. La question 5, c'est la suivante. Il y a plein de cartes qui servent pas trop dans le jeu, hein, qui restent dans le classeur parce que on n'en fait rien, elles sont nulles, voilà. Alors il y en a plein. Hein, il y a manteau crotté par exemple, voilà. Et il y en a d'autres. Alors moi je vous demande, question 5, quel est le nom de la carte qui s'attache à un lieu et qui lui donne -1 de menace? Voilà, quel est le nom de la carte qui s'attache à un lieu et lui donne -1 de menace? Une carte qui a été inutile pendant toute une partie du jeu, qui peut être utile maintenant avec Aldan, mais qui reste quand même bien nul. Donc je vous demande le nom de cette carte. Question 5. Quel est le nom de la carte qui s'attache à un lieu et lui donne -1 de menace? Voilà. Question. Alors 10 points aussi pour cette question, hein, mais là j'espère que, je pense que tout le monde l'aura. Question 6. Donc, depuis que le site sda.cgbuilder.fr existe, hein, j'essaie d'y entrer mes decks. J'y mets mes decks pour les partager et pour que vous voyez un petit peu les compositions, pour les commenter aussi. Parce que si vous vous connectez sur le site, on peut commenter les decks, on peut les aimer, tout ça. D'ailleurs, je remercie beaucoup Irréception, je crois, celui qui fait le site, parce que vraiment, c'est un site extraordinaire. Qui arrive largement à mon avis au niveau du site anglais que j'ai jamais utilisé parce que j'aime pas voir les cartes en anglais. Donc merci à lui de faire ce site sur lequel je peux maintenant mettre mes decks et les partager. Et donc du coup la question 6 est très simple, hein. Si on comptabilise tous les decks que j'y ai postés et partagés, combien de héros différents ai-je joué pour le moment? Voilà, si on prend en compte tous les decks que j'ai mis sur le site sda.cgbuilder.fr, donc si on compte tous les decks que j'y ai mis, combien de héros différents j'ai joué en utilisant donc ces decks évidemment. Alors même si le deck n'a pas été joué sur une vidéo, hein, c'est fort possible. Il y a peut-être des decks que j'ai mis et que j'ai pas joué sur. Il y a peut-être pas de vidéo. Hein, donc là on compte pas les vidéos, hein, mais simplement on compte les héros que j'ai utilisés dans ces decks. Et donc il me faut le nombre de héros différents que j'ai joué donc avec ces decks. Voilà pour la question 6, 10 points pour la bonne réponse et 0 sinon. Ensuite, on va passer à la question 7 et peut-être l'avant-dernière. Alors, je vous ai montré tout à l'heure mes deux grands classeurs pour ranger mes cartes. Donc, le classeur rouge avec les sphères commandement, tactique et neutre, et le classeur bleu avec les sphères connaissance et énergie. Et donc, dans ces classeurs, je vous ai fait voir les différentes feuilles, hein, avec les intercalaires et tout ça, que j'utilise pour ranger mes cartes. Et bien la question 7 est très simple. Combien de feuilles y a-t-il en tout dans ces deux classeurs, en comptant les intercalaires? Je veux le nombre de feuilles
qu'il y a dans ces deux classeurs en comptant les intercalaires. Donc 10 points pour la bonne réponse et 0 sinon. Voilà. Et voilà pour ces 7 questions. Donc je vous donnerai les modalités et je vous donne une petite question supplémentaire qui permettra, je pense, de départager les éventuels ex-aequo. Donc la question subsidiaire auquel vous devez répondre, hein, mais qui permettra de différencier les éventuels ex-aequo comme je viens de le dire, c'est la question 8. Donc je vous ai montré ma tour Lego qui me permet de poser la caméra, sur laquelle la caméra est posée en ce moment même d'ailleurs. Je vous ai montré la tour Lego que j'ai fabriquée donc entièrement avec des Lego. Et bien la question subsidiaire, elle est très simple, c'est à votre avis, combien de pièces y a-t-il pour fabriquer cette tour? Combien de pièces la tour Lego comporte-t-elle? Donc là ici, évidemment je ne veux pas la réponse exacte, mais ça permettra de départager celui qui s'en rapprochera le plus. Ça permettra de départager les égalités entre ceux qui seront égalités. Par exemple, s'il y a 3 personnes égalité sur les autres questions, et bah du coup c'est celui qui se rapprochera le plus du bon nombre de pièces qui remportera l'égalité. Donc voilà à quoi sert cette question. Donc la question 8, combien de pièces Lego comporte ma tour Lego sur laquelle je pose ma caméra? Voilà pour ce petit jeu concours. Donc voilà, bonne chance à vous. On va laisser, je pense, 3 semaines pour y répondre, hein. Je mettrai les dates j'ai pas encore décidé de la date, mais il faut que je prépare la vidéo réponse quand même. Ce serait ballot de vous poser des questions et pas vous donner les réponses. Donc il faut que je prépare la vidéo réponse. Et puis du coup je vais vous laisser 3 semaines, je pense. 3 semaines, ce sera pas mal. Vous me répondrez en PM sur le site, il y aura l'adresse dans la description de la vidéo. Et du coup je vous enverrai ensuite votre score en fonction des réponses auxquelles vous m'avez donné. Et puis du coup je ferai une vidéo fin janvier, je pense, pour vous donner le gagnant. Et au gagnant j'enverrai donc ce petit paquet aventure qui j'espère lui sera utile, ou en tout cas peut-être que ça pourra lui faire débuter une collection, on sait jamais. Voilà, merci d'avoir suivi, merci encore à tous de suivre les vidéos, de faire des commentaires, tout ça. Et je vous souhaite bonne chance pour ce petit concours. J'espère que les questions sont pas trop difficiles, j'espère qu'elles sont intéressantes aussi, j'en sais rien. Après, de toute façon, si vous n'avez pas envie d'y participer, vous n'y participez pas, évidemment. Et vous pouvez aussi répondre totalement au pif, hein, après tout, pourquoi pas. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Merci encore à tous d'avoir suivi.